Écoutez, c'est une tuerie. Alors, c'est sûr, ça, non? Ça, c'est autre chose, ça, c'est sûr. Ah ouais, hein? Appelez-moi par mon prénom, je ne comprends plus. Rhys. Rhys. Non, je réponds pas. Certains d'entre vous m'ont demandé, en message, pourquoi est-ce que j'avais peur de faire polémique en parlant d'Intouchable. Je suis venu chercher mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Ou certains parmi vous m'ont demandé en quoi est-ce que le film pouvait, ne serait-ce qu'à un moment donné, faire polémique. Et la jupe, elle est où, là? Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je l'aimais pas, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là. C'est Intouchable, le feel-good movie parfait. Et comme il s'agit d'un feel-good movie où on est censé se sentir mieux après, je vais balayer tout de suite les mauvaises ondes et les côtés négatifs qu'ont suscité cette vidéo pour finir sur une note positive à la fin. Donc on va parler des choses qui fâchent tout de suite. Ça va me soulager et après ça ira mieux. Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Bon appétit. S'il vous plaît. Oh. En voici un exemple avec une critique américaine du film qui qualifiait le film de raciste car le personnage de Driss est traité, je cite, est traité comme un singe de compagnie qui apprend aux blancs coincés à s'amuser en remplaçant Vivaldi par Boogie Wonderland en lui montrant comment on bouge sur la piste de danse. Bon, vous me direz, c'est un avis américain. Et les Américains, ils voient du racisme partout. Pour rappel, même que ce qu'on a fait au bon Dieu avait été interdit là-bas. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Sacrés Américains. Mais il n'y a pas que chez eux. Je vous ai demandé de me donner votre avis sur le film dans l'onglet Communauté, et voici ce que j'ai pu lire. Un film dégoulinant de mièvrerie pour montrer aux bobos droitards que les Noirs de Cité... Les Noirs de Cité, s'il vous plaît. Faut écouter ça. Les Noirs de Cité. Comme s'il y avait des Noirs dans les cités, comme si c'était... Pardon. Ne sont pas tous méchants et que les handicapés méritent mieux que notre regard apitoyé. Je déteste ce film car il a servi, parmi d'autres films, de propagande politique afin de préparer le mental des Français à une immigration massive et au métissage, changement dangereux et jamais vu dans l'histoire de France. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Ça doit être le même qui m'avait dit à l'époque que Rabbi Jacob, c'était une tentative de J.R.R. Horry de nous préparer, petit à petit, à ce que l'étranger vienne en France nous enlever nos femmes. Je vous assure, c'était écrit, je l'ai pas inventé. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nianco TV. Aujourd'hui, on va essayer, avec ce qu'il me reste d'énergie après avoir lu de telles conneries, de parler d'un film qui a explosé tous les records. Le film français le plus vu au monde, qui a battu le record de longévité à la première place du box-office français, en y restant plus de 9 semaines d'affilée. Un film qui, à l'international, aura récolté 444 millions de $, un record pour un film dans une autre langue que l'anglais. C'est également le film qui aura propulsé Omar Sy au rang de star, en remportant au passage le César du meilleur acteur. Big up aux members. Merci beaucoup, je suis comme un ouf. Je suis hyper content, j'ai fait genre je m'en fous, mais je suis comme un dingue. Merci beaucoup, merci à tous. C'est également un des films français qui aura suscité le plus grand nombre de remakes dans un nombre incalculable de pays, en passant par la Corée du Sud, le Brésil, la Turquie, l'Argentine ou encore l'Inde, et bien sûr les États-Unis avec un remake absolument insipide qui n'a rien compris au message intouchable. Vous devez attendre votre tour. Relax, c'est pas un braquage. Mec, vous pouvez signer là? Merci. Comment je fais pour signer? Je sais pas, moi. Lentement. Quoi, vos mains marchent pas? Non, en effet. Ça vous empêche pas de l'ouvrir. Je ne suis pas le seul. Je requiers une assistance. Ça paie combien? La vache, ouais! La vache, ouais! Bref, autant de bruit et autant de succès, un tel succès, ça peut énerver certains. Ça y est, les voilà. 100 € que je les mets dans le vent. Tenu. Un film à presque 20 millions de spectateurs, façon Bienvenue chez les Ch'tis, ça génère des attentes proportionnelles au nombre d'entrées. Par exemple, si en cours d'exploitation il en est déjà à 10 millions au bout de 2 mois, pour certains c'est qu'il doit être 10 fois mieux que d'autres qui n'ont pas cartonné. C'est un raisonnement profondément con, car ce n'est pas la faute du film s'il a fait ses 20 millions d'entrées en France. Cette prise là.
apparaissent là, faut renvoyer un peu. Et autant pour Bienvenue chez les Ch'tis, on en a parlé, on peut se faire la réflexion qu'après visionnage, que c'est un film sympa, mignon, sans plus, mais qui va pas révolutionner ta vie. Mais c'est pas la faute de Bienvenue chez les Ch'tis si ça a cartonné, on en a déjà parlé dans une vidéo dédiée. Si le film a cartonné à l'époque, c'est parce qu'il avait tellement marché dans le Nord où il était sorti avant les autres que ça a rendu toutes les autres régions curieuses. Alors que pourtant, honnêtement, oui, c'était un film comme un autre. Il n'y avait pas quoi faire 20 millions d'entrées. Mais c'est pas sa faute s'il les a fait. Il faut pas juger le film en fonction des entrées qu'il a fait, c'est indépendant. Il faut pas tout mélanger. Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état. Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large? Vous voulez vous barrer, c'est ça? Et on va où? Respirez un peu. Pour Intouchable, je trouve que c'est autre chose. On va en parler, mais le film, en plus d'être drôle, est beau. Visuellement à tomber d'ailleurs, et musicalement aussi. C'est un spectacle. C'est un film émouvant sur une rencontre improbable, une amitié qui ne se commande pas. Et curieusement, le matin, des fois, je me réveille, j'ai les oreilles un peu dures. Les deux? Les deux. C'est la base du cinéma, ça. C'est tout ce qu'on veut voir dans un film. Des rencontres, c'est tout ce qu'on veut dans la vie, d'ailleurs. Et quand j'ai d'autres avis que vous m'avez donnés dans l'onglet communauté de la chaîne, il y en a un certain nombre qui ont dit que le film était surcoté. Alors il faut rappeler que le film, on va le rappeler ensemble, est tiré d'une histoire vraie. Donc à partir de là, si on le sait en tout cas, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais si c'est une histoire vraie, je ne vois pas comment un film peut être surcoté puisqu'il parle d'une vraie histoire. Tu votes. Tu votes. Il n'a pas à faire plus ou moins, c'est vrai. On verra jusqu'à quel point. Et puis enfin, pour finir sur les polémiques, il y a ceux qui avaient peut-être aimé le film à l'époque, et qui ont décidé de ne plus l'aimer du tout. Parce qu'il y a Omar Sy dedans. Parce que certains, et j'en fais partie, n'ont pas du tout aimé ces déclarations depuis Los Angeles sur la France et les Français qui seraient racistes, parce que 40% d'entre eux voteraient le RN. Honnêtement, c'est de mauvais goût. Il a parfaitement le droit de donner son avis, on en a parfaitement le droit de trouver ça un peu écœurant. Je déteste les donneurs de leçons, je déteste ceux qui disent « faites ci, faites ça, votez ci, votez ça », n'est-ce pas Mbappé? Je préfère laisser les gens réfléchir par eux-mêmes. C'est les mêmes, normalement, c'est un pour tout le corps, là. Il y en a 20, là. Bon, allez, on enchaîne, là, je vais pas rester là 2 heures. Donc je mets avec celui-là. Bah, avec marqué shampoing dessus. Ce qui ne veut pas dire que je vais boycotter la filmographie d'Omar Sy parce que je suis pas d'accord avec lui. Peut-être que j'irai pas boire un café avec lui si jamais je devais choisir. Pour autant, est-ce que je vais pas regarder les films dans lesquels il bosse? Ça s'est bien passé hier soir? Ouais, très bien. Je vais repartir le feu. Oula, lave-toi les dents d'abord. Il frotte, hein? Je ferai toujours la différence entre l'homme, qu'il est dans la vie, ce qu'il dit, ce qu'il fait, de son métier d'acteur. Ce sont deux choses différentes et il ne faut pas tout mélanger. Bref, pour toutes ces raisons, je suis nerveux de parler de ce sujet, comme je l'avais été auparavant quand on a parlé des taxis, parce que certains commentaires font vraiment peur. Heureusement, 80 à 90% d'entre eux, et donc d'entre vous, sont bienveillants, et ne verront pas autre chose dans Intouchable qu'un film sur une amitié entre deux personnages qui se trouvent dans leur vie compliquée. Je monte pas là-dedans. Hein. Même pour vous. Je vais pas vous charger à l'arrière comme un cheval. Mais on a tendance, et c'est un problème, à retenir que les commentaires négatifs. Parce que malgré tout, les 3/4, voire plus de vos commentaires, étaient bienveillants envers le film. Mais si j'ai fait ce sondage, c'était pas anodin, c'est parce que j'ai déjà lu depuis 5 ans sur cette chaîne des commentaires sur Omar Sy ou sur le film en lui-même, qui n'ont pas leur place ici. En tout cas, dans cette vidéo, après cette longue intro qui était nécessaire parce que j'avais besoin de faire ressortir ces choses-là, on va revenir sur le projet Intouchable. Quelle était l'histoire d'origine? Quelle était l'approche des deux réalisateurs? Qu'est-ce qui était vrai tiré de l'histoire vraie? Qu'est-ce qui a été rajouté par rapport à la vraie histoire? On est parti pour Intouchable. Ah bah c'est pas trop tôt! En 1994, Philippe Pozzo di Borgo devient tétraplégique à la suite d'un accident de parapente. Abdel Selou, 25 ans, se présente à une offre d'emploi pour renouveler ses acédiques et devient, contre toute attente, son aide de vie. J'avais trouvé un petit boulot qui me permettait de sortir en semi-liberté. Donc c'était Pizza Hut. Je suis rentré dedans, je suis resté 1 an, date anniversaire. Donc après c'était les acédiques qui alignaient. Et quand ils m'ont commencé à m'emmerder au niveau des pointages, parce qu'ils avaient sorti le fameux système de se faire pointer chez l'employeur pour pouvoir garder ses indemnités, et bien à partir de là, c'est là où j'ai fait connaissance. Mais avant lui, j'avais rencontré une douzaine d'employeurs. Ils étaient heureux de me signer le papier que je repartais, quoi.
Vu l'état où j'arrivais, c'était tchak, merci, au revoir, à très bientôt. C'était le pied, donc j'avais pris l'habitude. Donc j'étais sûr de mon coup, j'arrivais, j'étais sûr de repartir 5 minutes après avec mon tampon et puis de repartir me recoucher. Mais là, ça s'est pas passé comme ça, c'est exceptionnel quand même. Hein. Au début, Abdel considérait cela comme une rigolade. Mais la rigolade durera 10 ans, jusqu'en 2004. Et en fin de compte, quelqu'un de, entre guillemets, de normal, il aurait plutôt dit, attends, c'est vrai que cet arabe qui veut me faire signer un papier pour rentrer chez lui, et celui-là qui vient vraiment postuler, qui a envie de travailler, quelqu'un de normal dirait, je vais prendre celui qui a envie de travailler. Non, c'était déjà, à la base, le premier jour, ça a déjà été l'inverse. Bonjour. Je vais faire signer un papier. Je vous en prie, asseyez-vous. En 2002, le duo témoigne à la télévision. Puis un documentaire, À la vie à la mort, relate cette histoire d'amitié improbable. Émission télé, documentaire, il y a aussi eu des bouquins. Les deux ont écrit leur version de l'histoire, donc il y avait le choix pour se documenter. Après Nos jours heureux, puis Tellement proche, Olivier Nakache et Éric Toledano n'ont pas encore d'idée pour leur prochain projet. La seule certitude qu'ils avaient, c'était de continuer à tourner avec Omar Sy, en lui offrant son premier grand rôle, en lui écrivant un film sur mesure. C'est alors qu'ils tombent sur le documentaire et qu'ils décident d'écrire l'adaptation de cette histoire. Mais d'autres s'étaient déjà intéressés à ce potentiel avant, et ils avaient demandé à Filippo di Borgo son approbation, mais qu'il avait toujours refusé, car il refusait l'approche dramatique de sa propre histoire. La vie n'est pas sérieuse. Elle est fondamentalement une énorme farce. Et tant qu'à faire, prenons-la comme elle est, une farce, et sans limite. Qu'est-ce que ça veut dire de se mettre des contraintes, Mais l'approche d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano était différente. Ils souhaitaient en faire une comédie. Et ça tombait bien, car le rire restait le moyen de communication préféré de Philippe. C'est Tom et Jerry, ça, non? Tom et Jerry. Mais quel con, mais au secours. Au secours, les chefs-d'œuvre. Il leur donne son accord, sous condition que leurs bénéfices soient reversés à des associations. Et ils choisissent dans un premier temps Daniel Auteuil pour jouer son rôle. Mais ce dernier décline. François Cluzet, qui connaissait la sœur du réel Filippo di Borgo, reçoit le scénario des mains de son agent, avant même d'avoir été approché par Éric Toledano ou Olivier Nakache. Il aura un coup de cœur instantané pour le scénario, bien que ce rôle représente pour lui un défi, tant son jeu habituel au cinéma est plutôt physique, et que là il devra faire passer l'émotion intégralement par le regard. Il se rapproche donc du duo de réalisateurs qui l'engageront. Tous les quatre rendront visite à Filippo di Borgo afin de faire sa connaissance, comprendre la relation qui unissait Philippe à Abdel, et c'était également l'occasion pour François Cluzet d'observer la manière dont il vivait, dont il dormait, et comment il positionnait son corps. De son côté, sans qu'on lui ait demandé quoi que ce soit, Omar Sy fait une préparation physique afin de se muscler et de pouvoir facilement porter et déplacer François Cluzet, prenant ainsi 10 kilos. Doté d'un budget d'à peine 9 millions d'euros, d'autant plus difficile à réunir quand les producteurs étaient sceptiques sur l'histoire d'un tétraplégique, Olivier Nakache et Éric Toledano devront fortement insister pour imposer leurs idées et ne pas céder à leur demande de soit réduire le handicap du personnage principal au strict minimum, soit de donner un message d'espoir en permettant au personnage de Philippe de recouvrer une partie de ses moyens de sa mobilité durant le film. Certains disent dans les commentaires que ce film est un cliché. Alors pareil, ça aussi, il va falloir qu'on redéfinisse ce mot-là, parce que je ne vois pas trop ce qui est cliché dans ce film-là. Mais s'ils avaient été au bout de leurs idées, les producteurs, à faire remarcher quelqu'un... Sacré producteur. Porté par les musiques de Earth, Wind & Fire, durant l'écriture, la musique sera omniprésente et fondamentale à l'ambiance du film. Non seulement de par deux de leurs musiques dont il faudra acheter les droits pour les utiliser dans le film, ce qui était indispensable pour les scènes clés de l'introduction puis de l'anniversaire, mais c'est bel et bien la composition de Ludovico Einaudi qui attirera leur attention, en écoutant ces compositions sur un site internet. Ayant peu de budget pour le film, ils avaient fait ce choix de choisir des musiques existantes pour que ça leur revienne moins cher, et de les choisir sur catalogue. Et c'est alors que Ludovico Einaudi acceptera d'adapter quelques-unes de ses compositions aux scènes clés du film. Le duo de réalisateurs s'entoure également d'une solide équipe, engageant par exemple Mathieu Vadepied comme directeur de la photographie et comme chef opérateur. Il sera d'ailleurs nominé au César pour Intouchable. Mais on lui doit le côté impeccable du film d'un point de vue esthétique, avec des couleurs chaleureuses et vives, de belles lumières jaunes, surtout de nuit,
Aucune nuit américaine dégueulasse ne sera utilisée pour le film. Ils se serviront même de caméras numériques nouvelles à l'époque, appelées Alexa, de la marque Harry, qui faisaient saturer les couleurs et avec une super résolution. Tous leurs visages très éclairés filmés en gros plan dans les scènes de voiture ou les lumières de la rue qui bavent à l'écran. J'adore les scènes de nuit dans ce film. Elles sont magnifiques, elles sont pas en nuit américaine, elles sont vraies. C'est rare les films français où on a beaucoup de scènes de nuit qui sont pas dégueulasses à regarder. Faut le souligner. Esthétiquement, c'est très réussi. Durant le tournage des scènes de douleur fantôme, François Cluzet fait le choix de faire une série d'efforts physiques intenses juste avant la scène, afin d'être à la fois transpirant, sans recours à un maquillage quelconque, mais également pour être réellement essoufflé et fatigué, ce qui l'aide à ne pas bouger la moindre partie de son corps durant les prises de vue. Calme, calme, Philippe. Tourné en partie au siège de l'ambassade des Pays-Bas à Paris, mais également en Chantilly selon les plans, tout est réel. Même si la chambre de Driss a été redécorée pour les besoins du film, notamment via le rouge sur les murs, ou la salle de bain, qui avait été choisie sur mesure. C'est l'un des points forts du film, en plus du fait qu'il est souvent drôle. Pas bien. C'est un arbre. C'est un arbre qui chante. Qu'il est touchant, qu'il y ait de super musique, que le film super joli, il y en a des qualités quand même. Pour pas l'aimer, il faut vraiment le vouloir, quoi. Ça a été quasiment intégralement tourné dans des décors naturels. Pas de studio. Le film est réellement tourné place Vendôme, dans une vraie bijouterie quand ils achètent les boucles d'oreilles. Ou tourné au De Magot, sur Paris, immobilisé toute une nuit pour les besoins du film. Action. Tu connais mon père de relation. Tu connais Sarkozy. Oui, tu connais Sarkozy. Tu vas mettre de grossistes avec nous. Tu nous connais très mal. Ça va mal finir pour toi. Les scènes de voiture sont réellement tournées en voiture, avec une réelle voiture caméra qui les suivait, un ingé son qui était couché sur la banquette arrière, aucune utilisation du fond vert ou de fond bleu pour simuler la conduite, tout est vrai. Le tournage de la scène de l'opéra est réellement tourné dans un théâtre. Même la scène du parapente a réellement été tournée en prise de vue réelle via des GoPro. D'ailleurs, si vous faites attention, leurs mains sont visibles dans les scènes en question. Bien que dans la scène, au niveau des acteurs, leurs sensations étaient inversées. Omar Sy n'avait pas du tout peur, et c'est François Cluzet qui était pas du tout à l'aise. Même la scène qui se passe dans la neige, elle est vraie, avec de la vraie neige pour le coup. Un jour, ils se sont levés, il y a eu de la neige partout, et ils se sont dit qu'ils allaient en profiter. Il n'y avait rien d'écrit, c'était pas dans le scénario. Connaissez-vous l'histoire de Papa Fabrice? On va se quitter en évoquant quelques scènes qui ont réellement existé dans la vie de Philippe et d'Abdel, en précisant qu'est-ce qui a été fait en plus ou en moins par rapport à la réalité. On y va. Tout d'abord, dans la réalité, Abdel a été engagé au moment où la femme de Philippe était malade, et il l'a donc connue. La dépression de Philippe était donc réelle, et c'est bien Abdel qui va le maintenir moralement à vie et le sortir de sa dépression. La scène du massage est également vraie, même si à l'écran, il s'agissait de deux institutrices, masseuses le temps d'un film, mais dans la vraie histoire, c'était des amis d'Abdel durant un voyage au Maroc qu'il avait invité, car il connaissait beaucoup de monde. La scène du fourgon spécial tétraplégique, remplacé par une Jaguar suite au refus d'Abdel de charger Philippe comme un cheval, est réelle. Oh putain! Oh le putain! Oh ça fait du bien ça! C'est bon ça. C'est bien! À ceci près qu'Abdel, dans sa conduite, sans permis, a planté au minimum 3 voitures durant son séjour. La scène du parapente était également réelle. Suite à un besoin d'évasion, il lui arrivait souvent d'improviser et de l'emmener dans des endroits inattendus pour lui faire plaisir. La scène d'intro avec la police en poursuite était également vraie. À ceci près qu'il n'y avait pas de pari, et que ça n'était pas arrivé qu'une fois. Mais il feintait à chaque fois les crises d'épilepsie. Bon, de toute façon, moi, je m'en fous, hein. Parce que la Game Boy, ben, ça donne des crises à l'épilepsie. Épilepsie. Les scènes de candidature étaient très semblables à celles que l'on voit dans le film, bien que durant le tournage, toutes les scènes ont été improvisées par les comédiens, qui avaient d'ailleurs tous collaboré avec Eric Toledano et Olivier Nakache dans leurs courts-métrages ou dans les pubs qu'ils avaient fait avant. C'est-à-dire leur insertion sociale. Le sport également, hein, faut bouger, faut
pour l'insertion dans la vie, quoi. C'est des personnes qui peuvent rien faire. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'avec ce duo de réalisateurs qui aiment beaucoup parler durant les prises, bah, qu'il n'y avait pas forcément besoin d'apprendre par cœur à la lettre ces dialogues. Parce qu'il y avait pas d'improvisation, mais de dialogues soufflés au dernier moment. Regardez. Calme, calme, tranquille. Calme, tranquille. Voilà. Tu peux repasser ta main sur sa joue. Mets ta main sur sa gorge. Pour ce qui est du film, est-ce que j'en pense? Quoi dire de plus? Il me fait beaucoup penser à un petit truc en plus, dans la logique de porter un regard non pas différent, mais le même regard sur tout le monde, qu'on soit handicapé ou pas. Voilà, ce regard non empathique qu'il faut avoir sur les personnes porteuses de handicap, bah, c'est un fil rouge dans les deux films, et les deux ont bien marché, bizarrement, parce que c'est quelque chose qu'on a besoin de voir ou de revoir, de se rééduquer là-dessus. C'est ce que je veux. Aucune pitié. Souvent, il me tend le téléphone, tu sais pourquoi? Parce qu'il oublie. Alors c'est vrai, il n'a pas spécialement de compassion pour moi. Mais au-delà de ça, c'est surtout une histoire d'amitié, sincère, vraie, tellement vraie parce qu'elle existe, ça n'est pas joué. Cluzet et Omar Sy étaient vraiment... Ils ont vraiment joué ensemble. J'ai compris que j'avais autant besoin de mon partenaire que mon personnage avait besoin de la personne qui s'occupe de lui. Ils ont vraiment tenu, surtout parce qu'ils n'ont pas la même égalité par rapport aux gestes qu'ils avaient à faire, ils ont vraiment compté l'un sur l'autre pour s'auto-booster quand il fallait. Ils étaient super complémentaires, contrairement au remake américain, qui ne dégage rien, parce que les deux acteurs de ce film jouent chacun de leur côté, alors que, indépendamment, ils sont excellents comme acteurs, mais ça ne matche pas. Vous voulez nourrir votre âme? Écoutez la reine de la soul. Think about what you're trying to do to me. C'est bluffant, hein? J'ai la même voix qu'elle. Ouais, j'en suis sidéré. Ici, ils avaient besoin autant l'un de l'autre que le vrai personnage avait besoin de l'autre pour se servir de ses bras et de ses jambes. Et ça, c'est fort et ça se ressent. Et ça, on peut pas le retirer. Qu'on aime François Cluzet ou pas, qu'on aime Omar Sy ou pas, ce film est bien joué. Oh, ça fait du bien, ça. C'est bon, ça. C'est bien. Elle est nerveuse. Même si Omar Sy joue son propre rôle. Ça a été écrit pour lui. Quand il démarre la voiture avec le bruit du moteur, c'est sa réaction vraie. Oh, putain. Oh, le bruit. C'est sa réaction sincère, mais au moins, on peut pas dire qu'il fait semblant. Mais en même temps, c'était pas vraiment joué. Il joue son propre rôle. Maintenant, au château de Vaux-le-Vicomte. Je dois y conduire des ménestrels. Allez. Oui, je suis bon chevalier. Ça lui a valu un César. On peut discuter de ça, mais on peut pas dire en tout cas que c'est mal joué. Et pour ceux qui me connaissent, j'adore ces histoires de personnages qui dans la vie de tous les jours ne se seraient jamais rencontrés et ne se seraient jamais regardés, vont devoir être contraints de travailler ensemble, de vivre ensemble et de développer une amitié sincère. Un petit coup de sec, ça me soulagerait. Je vois que c'est la grande forme, ça fait plaisir. Qui n'est pas inventé, qui n'est pas créé, ça ne s'invente pas. C'est tout ce que j'aime, vous le savez, maintenant vous me connaissez, mais dans la plupart des meilleures comédies que j'ai vues, c'est comme ça que ça se passe. Le Cornio, la Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, un petit truc en plus, La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, Taxi, Bienvenue chez les Ch'tis. Je vous parle pas de petits films, là, je vous parle de ceux qui ont le mieux marché dans notre pays. C'est universel les rencontres. C'est du feel-good movie. On se sent mieux après l'avoir visionné, si on est normal. Rien que la musique aide beaucoup. Personne ne peut résister à September ou à Dance. Alors, c'est autre chose, ça, non? Ça, c'est autre chose, ça, c'est sûr. Le fait que le film commence par sa fin, c'est original. Et dans cette scène d'intro, il y a tout ce que compose le film. On ne sait pas qui est qui au début, on ne voit pas que l'un est handicapé et pas l'autre. La musique est à la fois triste, puis après elle est euphorique. On voit leur complicité, on voit le regard que Driss, qui est magnifique ce regard, on voit le regard de Driss sur son ami, et non pas sur son patron. Tout est dans l'intro. Et c'est assez atypique, pour une comédie, d'avoir une réalisation pareille, d'avoir des couleurs aussi pétantes, d'avoir une photographie aussi soignée. Ce film en met plein la vue, on a des décors super riches, et authentique, parce que c'est du vrai. Ce film ne triche pas, tout simplement. C'est vrai. Et ça, on peut pas tricher avec la vérité. On se fait la bise. Oui, ouais. Yvonne. Et tout ça en plus du rire que le film suscite. Alors, je sais pas, peut-être que tout le monde n'a pas rigolé, mais moi, j'y suis allé le voir 3 fois dans 3 salles différentes, avec à chaque fois des salles pleines, et à chaque fois, c'était pareil. On a été pliés en deux tout le long. Charlie, en fait, Charlie. Ouais, plus. Alors, pas tout le long, parce qu'il y a des scènes qui sont plus tendues et plus dramatiques, mais à chaque fois, à la scène de l'opéra, à la scène à la fin quand il lui rase les moustaches.
Bon, ça y est, vous êtes bien amusés. Enlevez ça. Oh, so feist! Streist! La scène où il teste l'eau chaude sur ses jambes, à chaque fois, au même moment, ça prenait. Didier Bourdon a dit un jour sur le tournage des Trois Frères qu'il n'y avait pas besoin de faire un joli film pour faire une comédie et qu'au contraire, il fallait pas se déconcentrer avec les jolis décors ou avec les jolies lumières et que c'était au détriment parfois de la comédie. Le duo Toledano-Nakache aura prouvé que l'un n'empêche pas l'autre. Oh merde, putain, j'oublie tout le temps. Donc non, je ne trouve pas que ce film soit surcoté, même si je comprends pas ce que Mo vient foutre là, puisqu'encore une fois c'est une histoire vraie. Est-ce que ça voudrait dire que le film n'a pas mérité son succès, et que s'il avait fait que 2 millions d'entrées et pas 20, le film aurait été meilleur pour certains? Enfin, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment être aigri et anti-réussite, en fait, pour avoir ce type de réflexion, sans vouloir vous enfoncer pour ceux que ça concerne, même s'ils sont pas très nombreux. Mais c'est très français, et c'est prouvé que quand un film a une réussite hors norme, ou quand un homme a une grande réussite, ou quand un acteur a une grande réussite, et quand il y a de l'argent qui rentre, et quand il y a un succès, des récompenses, et ben certains choisissent de ne pas rentrer là-dedans parce que c'est trop commun. Et on a envie de se démarquer en étant décidé de ne pas aimer quoi qu'il arrive. Ou de ne plus l'aimer parce que polémique au Marcy. Je comprends pas comment on peut tout mélanger. Mélanger l'homme et l'acteur, mélanger le fait que le film réussisse et donc qu'il n'est pas bon alors qu'il aurait été bon s'il y avait moins d'entrées. Certains vont même reprocher au film d'avoir changé l'origine, je cite, l'origine ethnique du personnage d'Abdel en le transformant en Driss, et qu'il aurait mieux fallu mettre un arabe pour un arabe. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'origine et de la couleur de peau, sérieux? C'est les personnages qu'on veut voir, et ils auraient pu être noir-blanc, blanc-noir, asiatique, on s'en fout. Il vous va vraiment bien ce costume, hein. On dirait Harry Roselmack. En noir, un costume, c'est Harry Roselmack. Bravo les clichés. Non mais c'est vrai, ça vous change vos survêtements hideux, là. C'est dingue, hein, comme quoi, un peu d'élégance, et voilà. C'est intéressant ce que vous dites, c'est bien. Au fond, c'est ça, le problème des jeunes de banlieue. Ils sont pas assez bien habillés. Avec un beau costume, on vous regardera autrement. Surtout dans le métro. Ce qui compte, c'est les caractères et leurs milieux sociaux. Ça, fallait pas y toucher. Je comprends pas comment on peut s'emmerder avec autant de malheur dans la vie avec des conneries pareilles. Tiens, Albert, tu veux bien servir des concombres à Yvonne? Elle a très envie, mais elle ose pas te demander. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Serre-la bien parce qu'elle a faim. Elle a très faim. Des concombres? Non, merci. Des carottes, alors? Merci. Sinon, il y a des petits cornichons. Et puis même, encore une fois, je devrais pas finir avec ça parce que c'est pas beau, c'est pas bon. Mais si on considère que ce film est un encouragement à la mixité et que c'est de la propagande, il n'en reste pas moins que c'est un film qui est visuellement très beau, que la musique est parfaite, et que c'est un spectacle très divertissant, parce que le film est une réussite esthétique avant tout, en plus d'être une bonne comédie, et en plus d'être émouvante. Donc on peut pas dire que c'est mauvais, vous n'avez pas le droit, personne ne peut dire que ce film est mauvais, de par ses qualités intrinsèques. En tout cas pour moi, il n'a pas volé son succès. Et ce sera tout, parce qu'il est temps de s'arrêter là. Tout ce que je voulais dire sur Intouchable, je suis désolé si j'ai pas été d'une très bonne humeur aujourd'hui, mais il y a des films parfois qui sont censés être universels et qui réveillent en certains tout ce que je peux déplorer chez l'humain. Et encore une fois, heureusement, c'est une niche entre vous, mais c'est le problème avec Internet, c'est que tout le monde peut parler. En tout cas, lâchez-vous dans les commentaires quand même pour défendre le film si vous l'avez bien aimé. Je compte sur votre bienveillance dans les commentaires, pas de commentaires racistes parce qu'ils sont dégagés. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, malgré les circonstances, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à le dire à YouTube en mettant un like, et si vous êtes passé par là, dites-le à YouTube en mettant un commentaire, et puis si vous savez pas quoi dire, moi aussi de quoi vous inspirer. Par la force du dragon! Arrêtez, mais qu'est-ce qu'il faut? Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. À bientôt. Oh, là, ça vibre. Ça va être le bureau. Oh. C'est ce qui me rappelle. J'avais goûté ça il y a quelques années chez les amis à... C'est ça que vous cherchez? C'est mon téléphone, ça. Bah ouais, et il vibre pas. Ah, rigole moins là. J'aurais été fort pour réparer les pinces. Ah oui, il y a quelque chose qui a vibré en tout cas. Moi, je sais pas ce que... C'est ton sang de pince qui vibre quand tu vois une facture. J'ai senti vibrer un truc et je sais pas ce que c'est. Crevard. Mais lâche l'affaire, on t'a cramé. Lâche l'affaire, je l'avais ton portable. Il ne vibre pas. C'est crevard de fou. Je t'ai grillé, cramé. Allez, Rack, c'est pour toi. Sale pince, va. J'ai faim. Je vais manger un truc. Je peux, Antoine? Oui. Bien sûr, bien sûr. Et taquin, si tu veux. Messieurs, si quelqu'un veut quelque chose, c'est pour lui. C'est pour moi, s'il te plaît.
Poche cousue. Tiens. N'oublie pas le pourboire. Tu veux qu'on partage? Ah, bravo, d'accord. Je rigole.